oui, ça fait du bien. Radio Afrique Santé, partenaire des acteurs de la santé. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue dans votre émission en termes faciles. Comme vous le savez, en termes faciles, pour vous expliquer un sujet de manière simple, claire et compréhensible, sans utiliser de jargon technique ou de langage complexe. Aujourd'hui, nous allons comprendre une prise de sang. Vous avez peut-être déjà eu à faire une prise de sang, mais savez-vous exactement ce qui se passe pendant ce processus? La prise de sang, c'est un examen médical. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Vous en saurez davantage avec notre invité, Dr Audace Yedomouan. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bienvenue à Radio Afrique Santé. Merci. Vous êtes doctorant en médecine générale. Ce soir, avec vous, on va parler de la prise de sang et commençons par savoir les généralités. Qu'est-ce qu'une prise de sang? D'accord. Une prise de sang est un examen médical qui consiste à prélever un échantillon sanguin afin d'analyser les composantes, lesquelles sont cellulaires, enzymatiques et substances chimiques. C'est un examen médical qui permet de prélever l'échantillon. On va poursuivre. Pourquoi effectuer une prise de sang? Effectuer une prise de sang a plusieurs avantages. Déjà, cela permet de diagnostiquer certaines maladies, également de suivre l'évolution de la thérapeutique d'une maladie, également aussi faire la prévention. Les prises de sang également interviennent dans les préventions de certaines maladies. Les avantages de la prise de sang ne sont donc pas des moindres. Parlez-nous des types de prise de sang que l'on rencontre. En général, on a 3 types de prises de sang. Celle qui se fait au niveau des capillaires, c'est-à-dire souvent on pique le bout du doigt et donc on prend juste une goutte et on analyse. À part cela, nous avons les prises veineuses qui consistent à aller chercher le sang qui se trouve dans une veine. Et c'est déjà, on remarque que dans la majorité des pratiques médicales, c'est ça qui est effectué le plus. Et nous avons également les prises artérielles qui consistent cette fois-ci à aller piquer dans l'artère pour avoir le sang. Et ça, c'est pour quelques analyses. Alors, on va aborder la préparation. La préparation, comment me préparer avant de donner mon sang? Dois-je être à jeun pour une prise de sang? Je dirais pas forcément. Être à jeun, c'est l'analyse qu'on veut effectuer qui le demande. C'est pas pour toute analyse qu'on doit être à jeun, non. Mais dans certains cas, comme exemple la glycémie, puisque quand on mange, la glycémie augmente. C'est pour ces genres d'analyse qu'il faut être à jeun. Toujours dans la préparation avant de donner son sang, dites-nous quels sont les aliments qu'il faut éviter avant de faire une prise de sang. Donc, comme je l'ai dit, tout dépend déjà de ce qu'on recherche. Tout dépend de ce qu'on recherche. Il faut déjà éviter l'alcool. Je dirais les excitants comme le café. Également, les repas trop gras. Par exemple, pour des prises de sang, pour des bilans lipidiques, il faut éviter d'avoir une alimentation très grasse. Parce que ça va impacter les résultats. Également, certains médicaments peuvent être interdits en fonction de l'analyse. Un patient qui veut effectuer des prises pour des troubles de la coagulation devrait éviter de prendre des anticoagulants. Pour donner son sang, il faut éviter l'alcool, il faut éviter les aliments trop gras, il faut éviter certains médicaments. Je pense que c'est bien compris. On va parler de la procédure, comment se déroule une prise de sang veineuse, comme c'est celle qui se fait majoritairement. D'accord. Une prise de sang veineuse, pour le faire déjà, l'agent de santé qui veut le faire décide du site où il essaie de faire sa ponction. Dans la majorité des cas, c'est plus l'avant-bras ou la main. Si c'est l'avant-bras, à l'aide de son coton et de l'alcool, il désinfecte la partie correctement. Il met déjà un garrot. Et le rôle du garrot, c'est d'arrêter la circulation du sang. Le sang doit revenir au cœur. Donc, quand on met un garrot, ça pose obstacle. Et ça permet une dilatation des veines. Et la dilatation lui permet à lui de retrouver rapidement la veine. Et donc, quand il met son garrot et tout, et désinfecte, à l'aide de l'aiguille,
il l'introduit dans la veine. Et si c'est dans un tube, c'est dans le tube qu'il veut le mettre. Il ouvre son tube et il prend la quantité qu'il faut. Il retire les guides. Et maintenant, il met un coton sur le site de ponction et il appuie pendant un moment et il demande également d'appuyer fort là-dessus. Cela permet juste d'arrêter le saignement. C'est juste pour l'hémostase. Et puis c'est tout. Il met de sparadrap pour tenir le coton en place et le sujet rentre. Donc là, on va retenir donc que la prise de sang veineuse se passe d'abord, ça commence par la désinfection. Oui. La désinfection et ensuite L'introduction, bon, le le prélèvement prélèvement du sang. lui-même. Ok, d'accord. Comment recevoir les résultats de la prise du sang? Les résultats, ça diffère du fait que le patient vienne le demander lui-même, c'est-à-dire à titre externe, ou s'il est hospitalisé dans un service de médecine. Si c'est un patient hospitalisé, les résultats sont souvent envoyés du labo vers le service où le médecin envoie quelqu'un aller récupérer directement. Le patient n'est pas obligé de faire des déplacements. Mais si c'est un patient qui vient de lui-même et fait ses bilans et tout, et il rentre chez lui, il revient pour prendre des résultats au moment où on lui demande de revenir. Donc tout dépend vraiment de Ce ce que qu'il en est. le patient veut. Parlez-nous maintenant, qu'est-ce que signifient les résultats? Les résultats d'une prise de sang, est-ce important? Oui. Bon, si ça a été fait, c'est parce on espère quelque chose. Et donc, quand on fait une prise de sang et qu'on a les résultats, il faut les comparer maintenant aux normes du laboratoire. Les valeurs, les normes, souvent, c'est des intervalles. Donc, on regarde l'intervalle, les résultats du patient. Si ça se trouve dans l'intervalle normal, ça signifie que elle est normale. Mais également, après les normes, il faut également comparer ces résultats à ce qu'on a à la clinique. Si ta clinique n'est pas en faveur d'un résultat, peut-être que c'est bien au labo que le problème s'est posé. Imaginez quelqu'un qui s'est vacciné contre une maladie donnée. On sait que pour certaines maladies, les vaccins nous empêchent de les recontacter ou des maladies qu'on ne peut plus le faire. Mais après l'analyse, le médecin remarque que le sujet souffre de cette maladie-là. En maîtrisant bien sa clinique, il sait que le premier effet, c'est le problème qui se trouve au niveau du laboratoire. Et y a-t-il de risque à donner son sang? Pas vraiment de risque. Certains incidents peuvent survenir, mais pas vraiment de risque. Il n'y a pas de risque du tout. Le risque zéro n'existe pas. Ok, d'accord. Comment minimiser les risques de complications lors d'une prise de sang? Bon, minimiser ces risques consisterait déjà, par exemple, du côté du soignant, celui qui veut faire les prélèvements, il faut qu'il respecte rigoureusement l'asepsie, comme je l'ai dit. Parce que quand l'asepsie n'est pas respectée, qu'est-ce qu'on peut avoir? Une infection au site de ponction. En dehors de cela, pour un patient qui a une phobie du sang, c'est-à-dire la peur du sang, il peut déjà le dire à celui qui veut le faire. Et le rôle de l'autre serait juste de le rassurer correctement et de lui expliquer clairement comment ça se passera. Il faut qu'il ferme les yeux, il le fera. Et donc, pour ce qu'il en est, par exemple, de l'étourdissement, certaines personnes, après avoir donné le sang, se sentent un peu désorientées, perturbées et tout. Tout ce qu'il faut faire, c'est qu'il se repose correctement. Et donc, avant de venir pour le prélèvement, il faut déjà qu'il se repose. Après le prélèvement, il faut qu'il se repose également un peu avant de reprendre son chemin. Vous parliez des infections qu'on peut contracter si la prise de sang n'est pas réussie. Quelles sont ces infections-là? Bon, ces infections, c'est juste des infections liées à l'acte. Et donc, je ne peux pas dire que c'est tel type d'infection. Déjà, il faut que le microbe est en cause. Et souvent, pour ces types d'actes, les infections sont rares. Comme je l'ai dit, sont vraiment rares quand la procédure est bien suivie. Ces infections sont rares quand la procédure est bien suivie. Qu'est-ce qu'il faut faire si on a des effets secondaires après une prise de sang? Si on a des effets secondaires... La fatigue. Bon, ce qu'il en est de la fatigue, je l'ai dit, il suffit juste de s'allonger, de se reposer un tout petit peu. Mais en cas d'infection ou par exemple d'un gonflement, une collection ou n'importe que ce soit, un truc qui peut alerter, le premier réflexe, c'est d'aller voir un professionnel de santé ou un médecin. Est-ce qu'il existe des aliments qui peuvent renforcer le patient après avoir donné du sang? Oui, si c'est du côté de l'énergie, toute alimentation donne de l'énergie. Donc, il n'y a pas un aliment spécifique. S'il donne son sang, il se sent faible,
il se repose, il mange un truc, et puis ça va. Ou il peut prendre par exemple un truc sucré, histoire de vite augmenter sa glycémie. On va aborder le sujet dans sa spécificité. Dites-nous, docteur, qu'est-ce qu'une prise de sang à jeun? Une prise de sang à jeun, c'est une prise de sang qui se fait au moins 12 heures, au moins 8 à 12 heures après un jeûne, c'est-à-dire il mange son dernier repas, la prise sera faite à distance 8 heures après ou 12 heures de temps après. Ok. La prise de sang à jeun, c'est donc quand le patient ne mange pas pendant 12 heures, 8 à 12 heures. 8 à 12 heures, pardon, avant de se faire prélever du sang. Qu'est-ce qu'une prise de sang postprandial? Ok, une prise de sang postprandial, le mot postprandial c'est dit après le repas. Ok. Une prise de sang postprandial, c'est une prise qui s'effectue au moins 2 heures de temps, environ 2 heures de temps après un repas. Donc, c'est-à-dire qu'on peut rester à jeun et donner son sang et aussi manger, donner son sang, les deux sont valables. Oui, ça dépend de ce qu'on essaie de rechercher. Et dans ce cas, qu'est-ce qui diffère ces deux types de sang, de la prise de sang? Ce qui diffère, c'est justement l'alimentation. Pour ces deux types de sang, ce qui est quantifié et mesuré, c'est la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang. Ok. Comment évolue le sucre chez cette personne-là. Et souvent, c'est chez les personnes diabétiques que ces examens sont demandés les plus souvent. Un patient diabétique, par exemple, pour vraiment savoir l'activité du sucre, par exemple, on lui demande de ne pas manger pendant 8 heures de temps. Ok. Donc, on sait que c'est ce qu'il y a dans son organisme qui circule. C'est pour pouvoir savoir si c'est non. Est-ce que c'est ce qu'il a mangé qui nous a donné une glycémie aussi élevée ou non. Également, la glycémie postprandiale, c'est pour voir, lorsque le sujet mange, comment évolue la quantité du sucre. Et donc, l'un permet de savoir si c'est le repas ou si c'est l'organisme lui-même qui pose problème. Chaque prise de sang varie selon les résultats attendus. Oui, tout dépend de ce que veut le médecin. Ok, d'accord. Quels sont les paramètres sanguins les plus souvent à mesurer? Les paramètres sanguins les plus souvent mesurés, je dirais déjà, pour un bilan infectieux en général, on demande déjà l'hémogramme qui est constitué des différentes lignées, c'est-à-dire les globules rouges et plusieurs autres valeurs qui sont mesurées en même temps, le nombre de globules rouges, l'hémoglobine et tout. Nous avons la lignée blanche où on regarde le nombre de globules blancs et les différentes sous-classes que nous avons. Également le nombre de plaquettes, parce que la coagulation, pour une bonne coagulation, les plaquettes interviennent. Donc ces trois lignées déjà sont demandées très fréquemment. À part cela, nous avons les facteurs de l'inflammation, les protéines de l'inflammation comme la C-réactive protéine, la CRP, qui est aussi demandée couramment pour un bilan infectieux. Après un bilan infectieux, nous avons la goutte épaisse. Et ça, c'est celle qui est demandée fréquemment pour le paludisme parce qu'on est dans un contexte endémique. Nous avons également l'ionogramme. L'ionogramme, c'est les ions du sang, le sodium, le sel, le sodium, le chlore et le potassium également. Et également, nous avons les bilans hépatiques, les transaminases, le bilan rénal, l'urée et la créatinine. Donc, en fonction de chaque organe également exploré, un bilan type est donné. Donc, il y a plusieurs paramètres sanguins qui sont mesurés pendant la prise de sang. Vous avez parlé des thèmes, vous avez dit des thèmes médicaux. Est-ce que vous pourriez nous, de façon terre à terre, un thème facile, nous détailler ces thèmes-là? Vous avez notamment parlé de la ligne blanche. Oui. Bon, comment on le dit encore plus facilement? Quand je dis la ligne blanche, on sait que la ligne blanche, voilà. Dans le sang, par exemple, on a majoritairement 3 types de cellules. Dans le sang, le liquide rouge, les liquides de la vie qu'on voit, on a 3 types de cellules. Les globules blancs, les globules rouges et les plaquettes. Donc quand je parle de la lignée blanche, c'est pour dire les globules blancs. La lignée rouge, c'est pour parler des globules rouges. En dehors de la lignée blanche, vous avez évoqué d'autres thèmes médicaux. Oui. Toujours par rapport aux paramètres sanguins mesurés. Oui. Bon, je suis allé en détail. Par exemple, quand je parle de lignée rouge, ce n'est pas seulement le nombre de globules rouges qui compte. Il y a l'hémoglobine. Bon, l'hémoglobine, elle est contenue dans les globules rouges et permet le transport de l'oxygène. Donc,
Bon, j'irai pas dans les détails de chaque, puisque le thème, c'est un thème facile. Oui. Et détaillez-nous en thème facile, justement, ces thèmes-là pour permettre à tout le monde de comprendre. D'accord. Donc, je commence toujours par les globules rouges, comme je l'ai dit. Les globules rouges sont des constituants vraiment très importants dans le sang, puisque, comme je l'ai dit, leur rôle est d'assurer le transport de l'oxygène vers les organes. Et tout le monde sait que la vie sans oxygène, ce n'est plus la vie. Oui. Et donc, pour que ces globules rouges fonctionnent correctement, il faut plusieurs autres éléments qui entrent dans ce compte. Et comme élément, j'ai parlé de l'hémoglobine. L'hémoglobine, en dehors de l'hémoglobine également, le fer. Le fer lui-même intervient également. À part cela, j'irai pas plus en détail. Ok, d'accord. Quels sont les avantages de la prise de sang pour la santé humaine? Les avantages. Les avantages sont nombreux. Déjà, ça permet aux cliniciens d'avoir un bon diagnostic. Et qui veut un bon traitement doit d'abord passer par un bon diagnostic, l'évolution, une bonne surveillance et également la prévention. Donc, une prise de sang déjà aide à diagnostiquer certaines pathologies. Fait un diagnostic. Également, la prévention. Comme je l'ai dit, la prévention, ça permet déjà, par exemple, certains marqueurs précèdent certaines pathologies. Par exemple, dans un cancer, avant d'arriver au stade cancer, il y a des protéines qu'on peut doser et savoir, là, il y a un problème et intervenir bien en amont. Également, les suivis. Disons, un patient qui est venu pour un mal donné, un traitement a été mis en place. Mais pour surveiller l'évolution de ce traitement, il faut également voir dans le sang comment répondre au traitement. Et donc, ça, c'est ce qui concerne le volet suivi. Également, je l'ai parlé. Je ne sais plus trop. Oh, ok, d'accord. La prise de sang, ses avantages sont considérables. Donc, vous avez parlé de la prévention, vous avez des pathologies, vous avez parlé de dépistage diagnostic des pathologies. Est-ce que vous pourriez revenir sur les aliments à éviter? Je pense que c'est très important à éviter, si possible, avant de donner son sang. Et également, les aliments que vous pourriez conseiller à ces personnes-là qui vont donner le sang, ces aliments qui peuvent renforcer, donner de l'énergie. À cette question, je ne serai pas catégorique parce que, comme je l'ai dit, tout dépend de l'examen que l'on veut réaliser. Pour la glycémie, tout ce que l'on pourrait dire, c'est éviter de manger au moins 8 heures de temps avant la prise. Pour un bilan lipidique, je dirais éviter de manger trop gras, tout ce qui contient trop de graisse, éviter ça. Également, pour chaque type de prélèvement, il faut déjà demander au médecin qui l'a prescrit ou l'agent, mais docteur, comment je dois me préparer avant de m'y rendre? La préparation ne peut pas être un truc général. On ne peut pas prendre une préparation que je dis tout de suite et l'appliquer à tout prélèvement. Est-ce que tout le monde peut donner son sang? Oui, mais avec la discussion, un truc va venir à l'esprit. Quand on dit donner son sang, c'est différent du don de sang qui se fait et qui consiste à donner un volume qui peut sauver des vies. Dans ce cadre, nous parlons de la prise de sang pour un examen. Et ça, c'est diagnostiquer. Ça, c'est juste une quantité vraiment, vraiment très petite. Donc, tout le monde peut le faire et tout le monde le fait quand l'urgence se présente. Ce n'est même pas quelque chose où on dit non, est-ce qu'il faut un consentement? Par exemple, un accidenté qui vient en urgence et on doit faire des analyses. On ne va pas dire, mais monsieur, est-ce que vous avez envie? Non. La procédure est là. C'est juste une petite quantité. Donc, tout le monde peut le faire. Et quand le moment vient, le médecin peut le demander à tout le monde. Amoureux d'un thème facile, j'espère que vous êtes à l'écoute et vous avez compris. Tout le monde peut donner son sang sans exception, n'est-ce pas? Je veux revenir sur un truc. Par exemple, un patient hémophile. Un patient hémophile, c'est un patient qui a des troubles de la coagulation. Oui. Et s'il se connaît hémophile déjà, lui, par exemple, il peut le dire. Et donc, si c'est un truc qui n'est pas très urgent, on peut essayer de voir comment gérer. Parce que l'hémophile, c'est quoi son problème à lui? Il a du mal déjà à coaguler.
Donc, imaginez, on lui fait un prélèvement, mais on ne sait pas qu'il est hémophile. Ok. Et donc, on le pique, le sang sort, on fait notre analyse, mais lui, il va continuer à saigner plus que d'habitude. Donc, savoir que le patient est hémophile nous permet de prendre déjà nos dispositions qu'il faut. Ce qui fait l'exception. Oui, mais c'est pas pour dire que l'hémophile ne donne pas ce sang. Ok, d'accord. Nous tendons pratiquement vers la fin de cette émission. Avez-vous des conseils surtout sur tout ce que nous venons de dire en résumé? Pour éviter surtout les risques, bien vrai, il n'en existe pas de trop. Oui. Je dirais, un prélèvement sanguin ne doit pas faire peur à la population. Oui. Non, c'est un acte très courant. Et donc, quand on vous dit qu'on veut vous faire un prélèvement sanguin, c'est rien. C'est la routine. C'est rien, c'est la routine. Oui. Ok, c'est bon. Oui, c'est tout. Avez-vous quelque chose à ajouter? Je dirais juste, prenez soin de votre santé. Prenez soin de votre santé, c'est justement sur votre conseil que nous refermons, que se retire en thème facile de ce lundi. Merci d'être passé, Dr Audace Yedomo. Je rappelle que vous êtes doctorant en médecine générale. Oui, merci. À la mise en onde de cette émission, Maurice Arubé, présentation Rachel Possassi. En thème facile vous revient lundi. Merci de nous avoir suivis. Radio Afrique Santé, partenaire des acteurs de la santé.